signé ce traité pandémie de l'OMS. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Attendez, je crois qu'on l'a, mais je ne sais pas si on aura le temps. Alors, dans 2 minutes, on la passera tout à l'heure, c'est pas très important de toute façon. Alexandre, quelle est votre analyse sur le sujet? Alors oui, donc les membres de l'OMS ont adopté ce fameux traité sur la prévention des pandémies. Alors je cite un La article de présentation aujourd'hui de l'UIC. l'accord international. Alors, bah, ça y est, Macron est parti. Allez-y, Alexandre, on vous écoute et puis on verra Emmanuel Macron plus tard. Donc je cite, qui a été élaboré dans la foulée des ravages causés par le coronavirus. Alors rappelons, à titre de préambule, que les ravages n'ont pas été causés par le coronavirus, mais par la politique sanitaire menée par les États membres. Hmm. Je fais quelques citations, notamment du directeur général de l'OMS. Alors, je ne vais pas prononcer son nom parce que je suis sûr que je vais me tromper, qui qualifie cet accord d'historique et souligne qu'il s'agit d'un signe de multilatéralisme à un moment où de nombreux pays font passer leurs intérêts nationaux avant la coopération. Alors, ce n'est pas du tout un signe de multilatéralisme, mais c'est un signe de mondialisme. Il faut être Hmm. très précis. Mais pourquoi j'insiste? Parce que justement, dans ce traité, ils vont revenir souvent sur la notion de souveraineté. Vous allez voir que c'est la notion de souveraineté galvaudée, comme notamment le président Macron nous a habitués à le faire. Hmm. Je cite le docteur Louvin Dao, qui est ministre de la Santé de Namibie et président du comité qui a rédigé ce traité qui vient d'être ratifié, et qui dit: en tant qu'État souverain, nous avons décidé d'unir nos forces en tant que monde uni afin de protéger nos enfants, nos aînés, etc., 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 contre la prochaine pandémie. Donc déjà, ils sont sûrs qu'il y aura une prochaine pandémie, mais c'est donc les États souverains, mais c'est aussi le monde uni. Vous voyez, c'est toujours ce lien entre la souveraineté des États, mais surtout l'unification du monde et donc le mondialisme. Après, il y a toujours les grands mots. C'est notre devoir et notre responsabilité envers l'humanité. Tu parles. Alors, ce traité a été donc ratifié, négocié, etc., après les critiques adressées à l'OMS suite à la gestion du Covid, mais la critique adressée à l'OMS, c'est pas du tout la politique vaccinale, etc., etc. C'était surtout le manque de pouvoir contraignant de l'OMS qui, avant, avait un rôle purement consultatif et coordinateur, et on lui a reproché de ne pas pouvoir imposer de mesures ni de sanctionner les pays pour non-coopération, etc., etc. Donc la leçon tirée de la crise, entre guillemets, Covid, c'est: ah non, non, mais c'est horrible, l'OMS n'avait pas de pouvoir de contrainte. Hmm. Donc ils en tirent certains enseignements. Il faut harmoniser la réponse scientifique et politique, mais la crise révèle les limites structurelles de l'OMS: manque d'autonomie financière, dépendance des États membres, absence de pouvoir contraignant, etc., etc. C'est ces enseignements qui ont motivé la rédaction de ce traité. Alors, quelques points essentiels de l'accord, point absolument bizarre et étonnant, c'est l'approche, là je cite, hein, c'est vraiment dans le cœur du traité, une seule santé en français. Donc avec une vision totale de la santé, mettant en lien l'interdépendance entre la santé humaine, animale, environnementale, les différentes politiques, etc., etc. Donc cette vision totale, faut bien comprendre que c'est une vision totalitaire de la santé. Hmm. Je vous invite, Clémence, à inviter peut-être Jean-Dominique Michel pour commenter ce point, une seule santé. Là, j'ai pas le temps d'aller plus avant dans une simple chronique, mais à mon avis, c'est vraiment le cœur nucléaire de ce traité, c'est cette notion de une seule santé. Oui. Alors que, pardon, mais Euh, si je peux me permettre une parenthèse, une seule santé, rien que ça, c'est complètement grotesque. Enfin, déjà, le fait qu'on nous veuille nous la poser, c'est aberrant. Mais alors, plus on avance, je pense, dans les recherches, plus on comprend, et finalement, c'est plein de bon sens, que à chaque localité, à chaque personnalité, sa santé, et que justement, on ne peut pas imposer une santé, enfin, un modèle de santé hygiéniste et vaccinal pour tous, et qu'au contraire, eh bien, la localité du Sud qui aura telle et telle propriété, qui mangera plus de viande ou je ne sais quoi, aura besoin d'éléments oui, différents que... même la santé des personnes. On sait très bien que c'est le médecin connaît son patient Bien et sûr. qu'on ne peut pas répondre, mais De la même précisément, en manière fait, pour tous, ouais. ce n'est que ça, hein. C'est le recours au big data, voilà, l'approche unique, systématique, Mmh. systémique, et je vous disais totalitaire, en Ouais, ouais. bref, de la santé, c'est-à-dire tout le monde sous le même régime, réponse unique par tous les États, et une réponse pilotée par le haut, Mmh. et non pas de chaque médecin qui répond à À chaque chaque personne particularité, en oui. fonction de sa situation. Donc vous avez mis vraiment le doigt sur ce point essentiel qui vraiment me semble absolument terrifiant.
Alors, quelques autres points, parce que je vais essayer de faire vite. Renforcement des capacités nationales. Alors, ça c'est ce qu'ils disent, mais en fait, non, c'est euh, que les États s'engagent à élaborer, à mettre en œuvre des plans nationaux de prévention et de préparation aux pandémies, incluant la vaccination systématique. Hmm. Donc, vous voyez que c'est une réponse pas du tout nationale, mais on s'engage à avoir une réponse commune et systématique. Donc, Hmm. bon, vous voyez, on revient à cet esprit de système. Oui, oui. Autre point important, c'est les mécanismes de coordination financière. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de moyens autonomes financiers. Alors là, les États membres vont remettre une partie de leurs moyens à l'OMS qui pourra ensuite les distribuer. Et donc, ça va lui donner un embryon de budget et donc une capacité justement de contrainte en disant si vous ne faites pas ça, alors ils insistent, hein, respect de la souveraineté des États, mais je vous dirais, je vous ai déjà dit que tout ça n'était que purement nominatif. Bien sûr. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on détaille un peu la nature juridique d'un traité en droit international public ou est-ce qu'on n'a pas trop le temps? Bon, on peut le faire rapidement, juste sur cette histoire de contraintes financières et donc désormais de compétences financières de l'OMS vis-à-vis de ce sujet de la santé. Peut-être préciser que justement, alors que Ursula von der Leyen est quand même un petit peu inquiétée, puisqu'il y a un appel de la Cour de justice de l'Union européenne qui a bien rappelé qu'elle devait prouver et donner les éléments concernant ces SMS dans lesquels elle a négocié le contrat avec Albert Bourla de Pfizer. On voit bien que donc elle n'avait pas les compétences officielles pour le faire. Elle l'a fait et elle a caché ses SMS de négociation. En fait, donc les légères difficultés, pour le moment, elle est quand même pas encore très inquiétée, mais les légères difficultés qui aujourd'hui s'opposent à elle dans ces négociations de contrat, finalement, avec ce nouveau traité, n'existeront plus. C'est-à-dire que maintenant, ce sera du domaine réservé de l'OMS et donc de cette superpuissance. Donc, il y aura plus on pourra plus aller interroger, comme on l'a fait là, les négociations. Alors, ça ne sera pas du domaine réservé, mais vous avez raison de faire le parallèle avec l'Union européenne, parce que c'est exactement moi ce que j'avais relevé dans ce nouveau traité OMS, c'est que c'est exactement le même système que pour l'Union européenne. C'est petit à petit, on fait avancer les traités, on donne des compétences de plus en plus larges, et surtout, là, en l'occurrence, il y a création d'un comité de conformité, donc c'est un comité intergouvernemental soi-disant indépendant, Mmh. qui est chargé de surveiller la mise en œuvre du traité. Donc Mmh. avec émission de recommandations, propositions de plans correctifs, faire des rapports, etc. etc. Alors on précise, hein, ce n'est pas une juridiction, mais c'est une instance quasi juridique de supervision. Mais vous voyez, on crée une commission, un comité pardon, ad hoc, mais qui sera un peu comme la Commission européenne, Oui. et qui va pouvoir s'octroyer petit à petit un certain nombre de pouvoirs et interpréter le traité Mmh. euh, à sa mesure. Et je vois exactement le parallèle avec la Commission européenne qui outrepasse très largement ses pouvoirs au Compétences. fur et à mesure de l'accumulation des crises et Mmh. qui va pouvoir petit à petit, d'année en année, alors on va nous dire, bah, il y a une nouvelle pandémie, c'est très très grave, il faut qu'on réagisse vite, Mmh. donc on va s'octroyer tel et tel pouvoir. Donc on voit que le mondialisme procède toujours par cette stratégie des petits pas, on avance petit à petit, on met à profit les crises ou les pseudo-crises hein, qu'on a générées nous-mêmes par notre propre réaction Ouais. pour mettre en place des outils juridiques de plus en plus contraignants, puis à la fin, tout en vous disant à grand renfort de mais vous êtes souverain, vous êtes souverain, De vous êtes souverain, mais démocratie, d'état de droit, cela oui. étant dit, c'est un traité, donc ça a une valeur contraignante. Hein, parce Oui. qu'un traité, quand on le ratifie, il a une valeur contraignante. Alors, on a toujours le droit d'en sortir théoriquement, mais c'est comme l'Union européenne, on Oui. a le droit d'en sortir théoriquement, mais après on nous explique ah ben non, en fait c'est pas possible. Et puis en fait, il n'y a pas de démocratie contre les traités et ainsi de suite. Enfin voilà, on commence à connaître la manigance, mais vraiment, il était important de parler de ce traité. De ce nouveau traité OMS de prévention des pandémies, parce que c'est exactement sous nos yeux la mise en place d'un instrument d'unification mondialiste. Alors, un petit bémol toutefois, c'est que je vous rappelle que les États-Unis ont quitté Eh l'OMS, c'est oui. le premier pourvoyeur de fonds pardon, de cette institution, donc ça met quand même un sacré coin dans leur politique, mais nous comprenons que bah, en fait, ça va essentiellement viser l'Europe et ce qu'ils appellent les pays à faible revenu. Donc, on va mettre à contribution l'Europe
Et on voit encore une fois que les grandes instances du mondialisme, maintenant se rapatrient vers nos résidus de bonnes d'États souverains européens, souverains, soi-disant souverains, mais tous maintenant encadrés de plus en plus par des organisations mondialistes et non pas Ouais. multilatérales, comme disait le président de l'OMS. Et c'est un pas de plus vers un totalitarisme mondialiste. Voilà, moi, ça me rappelle encore une fois l'Union européenne, ça me Hmm. rappelle aussi l'URSS. Ça ne marche pas, donc il en faut toujours plus, et on ira toujours plus loin contre la souveraineté nationale, malgré les grands mots qu'ils emploient. Mais justement, cette répétition de on respectera la souveraineté nationale à la fois dans les discussions autour du traité et dans le traité lui-même, me font dire que précisément c'est ça qui. C'est pas tout à fait l'objectif, le véritable objectif. Et je rappelle que Robert Kennedy Jr. a critiqué évidemment ce nouveau traité et il a dit voilà, ce traité de la pandémie a doublé la mise avec l'accord sur la pandémie qui consacre tous les dysfonctionnements de la réponse de l'OMS à la pandémie. Nous ne participerons pas à cela. Voilà peut-être la voie de la raison. Il a bien raison. Merci beaucoup, Alexandre Cuillage-Dapreva.